Salut Marie. Salut Catherine. Toi, quand tu files pas, c'est quoi ton premier réflexe? Quand je file pas, mon réflexe là, fait que si on parle de quelque chose qui est comme inconscient, Mmh. mon premier réflexe, c'est de l'ignorer, puis de faire à semblant que ça va bien, puis d'essayer de me distraire avec tout et son contraire. Mmh. Fait que ma deuxième réaction, c'est pas mon réflexe, mais quand je m'aperçois que je suis dans la fuite, ben là, c'est juste je respire, puis là, je me demande de quoi j'ai besoin, Mmh. puis j'essaye de tu sais, j'ai-tu besoin de prendre soin de moi? J'ai-tu besoin de prendre un break? Fait que c'est ça qui se passe, c'est ça ma trajectoire. Oh, très sain. Puis, ben, écoute, on essaye. Mmh. Puis toi, quand tu files pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, mon réflexe, c'est que je vais vraiment avoir tendance à m'isoler, puis aussi un peu à essayer de fuir puis m'évader. Fait que évidemment, c'est pas l'idéal. Fait que j'essaie vraiment de me motiver à reach out to des amis que je sais avec qui je peux parler, puis que, tu sais, demander à des amis proches s'ils ont du temps pour m'écouter ou des choses comme ça, parce que ça m'aide beaucoup et heu, parallèlement à ça, prendre un rendez-vous chez la psy, ça peut toujours, aider Mmh. parce que je me rends compte que de parler, ça me fait toujours du bien, puis de voir des gens. Fait que, ouais, c'est pour, pallier à cet instinct de m'isoler quand ça va pas. Mmh. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Vous avez sans doute remarqué que il y a un nouvel enrobage musical à notre podcast Entre deux eaux. On le remercie dans le générique, mais je voulais, dire un merci spécial à Antoine Bédard, a.k.a. Montag, qui, a composé ce nouvel indicatif musical-là pour nous, puis nous a fait plein de transitions le fun qu'on apprivoise, à utiliser. Fait que merci beaucoup. Si vous avez des commentaires sur notre nouveau thème, on serait, intéressés à les avoir. C'est si beau, merci. Alors, plongeons dans cet, épisode sur la dépression, mais la dépression et on va parler de dépression et d'art, dépression et culture, les représentations de la dépression dans certaines œuvres et pour ça, on a le bonheur de vous partager une entrevue qu'on a réalisée avec Nicolas Dawson, l'auteur, le poète, qui est venu nous jaser, surtout d'une de ses œuvres qui traite de dépression, puis de son lien entre, sa pratique créative et sa santé mentale. Donc ça, c'est en première partie. Ensuite de ça, on va parler des représentations de la santé mentale sur les médias sociaux, Catherine et moi. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? On va vous partager nos opinions là-dessus. Puis, en dernière partie, on va parler nous-mêmes d'œuvres qui, abordent la santé mentale, qui nous ont fait du bien ou qui ont résonné pour nous, autant, des œuvres, télévisuelles que des films, que des livres et puis, de la musique aussi. Fait que ça va être en dernière partie. As-tu quelque chose à rajouter, Catherine, avant qu'on se pitche là-dedans? Non. C'est bon. Alors, on se lance, dans, ce deuxième épisode, sur le thème de la dépression, comme Marie l'a présenté dans le menu de l'épisode. Puis j'avais envie, juste avant qu'on plonge, dans l'entrevue avec Nicolas, hem, de reparler un petit peu de l'épisode précédent, qu'on a fait, avec Vincent parce que je trouvais en fait, je voulais juste souligner le fait que je trouvais qu'on était, on a réussi à aborder un thème qui est quand même lourd, qu'on abordait beaucoup la thérapie. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, mais c'est vraiment pas un préalable à écouter, cet épisode-ci. Mais on a réussi à traiter de ce thème-là de manière très hop la vie, je trouvais, puis je trouvais que c'était comme agréable à écouter.
sans être comme pas tu sais, je veux dire, on est allé en profondeur, on a parlé de plein de choses deep, mais on était comme de bonne humeur. Fait que j'ai aimé le ton de l'épisode. Fait que si jamais vous l'avez pas encore écouté, allez-y, surtout si vous êtes en thérapie ou si vous posez des questions sur la thérapie, je pense que ça peut être, vraiment le fun. Ouais, on espère que ça va pas vous causer trop de dissonance cognitive, justement, qu'on parle d'un sujet, profond avec autant de légèreté et d'humour, mais en fait, on espère que ça va être, rafraîchissant puis que ça va un peu, dédramatiser la chose. Hem, mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, on prend un regard un peu plus sérieux parce que, ben, en fait, moi, je trouve ça toujours sérieux quand on parle de littérature. Je sais pas, je pense que c'est parce Mmh. que j'ai fréquenté des littéraires, pendant mes études puis des colloques littéraires où ce que c'est super, je sais pas, c'est très, C'est des gens sérieux, les littéraires. c'est sérieux, puis c'est correct, c'est vraiment Voilà. pas une critique, c'est juste différent, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est ça, on a eu la chance, l'honneur, d'avoir, Nicolas Dawson qui est venu, nous parler, en fait, de son travail d'écrivain principalement, et vous allez voir dans l'entrevue, là, je vais pas, tout vous dévoiler les punchs, mais en gros, on a parlé beaucoup du récit de la création, du livre «Désormais ma demeure» et aussi de l'ouvrage collectif «Self Care». Mmh. Hem, Puis on discute avec lui de comment c'est à la fois des fois salutaire, mais aussi dangereux d'écrire sur la dépression, puis le lien comme la pratique d'écriture dans même dans le cadre de la thérapie, surtout quand on est un écrivain. On parle des possibilités, des limites du self-care. Donc, je vais vous inviter à écouter ça, mais juste avant de vous lancer, je voulais juste faire une note sur, la qualité sonore. Parce qu'au moment qu'on a fait l'entrevue, Nicolas était en résidence d'écriture à la Maison de la littérature à Québec. Puis c'était un espace un peu éco, fait que ça a été un petit peu difficile là, de sur la qualité sonore, mais on espère que ça va pas, gâcher votre plaisir, d'écouter cette conversation super, enrichissante et pertinente et c'est peut-être moins pire, vous allez peut-être trouver que c'est moins pire que ce qu'on en met, mais c'est ça, on voulait juste vous aviser avant. On a le plaisir, aujourd'hui d'être en présence de Nicolas Dawson. Donc, Nicolas, est-ce que tu aimerais te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Oui, allô? Je m'appelle Nicolas Dawson. Je suis écrivain. Je suis aussi éditeur. Je suis aussi chercheur. J'ai écrit quelques livres, là, de un peu tous les genres littéraires. J'ai écrit un recueil de poésie, j'ai écrit un roman, j'ai écrit un livre plus hybride. Et puis là, je travaille sur de la poésie. Donc, voilà. Très cool. Puis, ben, merci d'être avec nous. Puis, on avait vraiment envie de te parler aujourd'hui parce que, ben, comme tu sais, on préparait un épisode qui aborde la dépression. Puis, on avait vraiment envie d'aborder les représentations de la dépression dans les médias, dans la littérature. Puis, quand on brainstormait là-dessus, j'ai tout de suite pensé à Désormais ma demeure, un des livres que tu as publié. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Probablement parce que je l'ai lu pas tellement longtemps après, une période d'épuisement pour moi, après un burn-out, puis, j'ai été mais aussi j'ai vraiment été captivée par la forme qui est comme un mélange d'essais, de récits, de poésie, même de photographie, puis je me demandais tantôt tu disais que tu as abordé plein de styles différents, hem mais est-ce que tu pourrais nous parler de la création de ce livre-là? Qu'est-ce qui a fait que c'est une œuvre, aussi hybride puis, aussi, multiforme? Mhm. Au départ, je n'avais pas pensé ce livre-là comme ça du tout, du tout, du tout. Une chose que je dois dire, c'est que tous mes projets d'écriture, sauf, mettons, ma thèse de doctorat, mais c'est une thèse, Ouais. tous mes projets d'écriture ont commencé avec la volonté d'écrire un recueil de poésie. Dans le cas de Désormais ma demeure, en fait, j'ai commencé à écrire ce projet-là des années après la dépression en tant que telle. J'ai commencé à l'écrire parce que j'avais publié dans la revue Estuaire il y a très longtemps des poèmes qui étaient liés à cet épisode de dépression. Juste 7 poèmes qui étaient une forme un peu nouvelle pour moi, des poèmes en prose. Et j'étais content que ça soit publié, mais dans ma tête, il était comme un peu mort. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était publié à Estuaire,
je me suis dit, bon, ben c'est ça, c'est là, ils sont là, puis c'est terminé. Et puis, peut-être, je sais pas trop mes amis, peut-être 2, 3 ans après, je me suis mis dans la tête de retrouver un peu euh, cette forme-là pour écrire un recueil de poésie sur la dépression. Mais l'idée, c'était pas d'écrire sur la dépression en tant que telle, plutôt que de parler de la relation au lieu, Mmh. et particulièrement de la demeure, de la maison, de l'appartement, lorsqu'on souffre de dépression. Dans mon cas, j'étais en congé de maladie, j'étais chez moi et j'étais comme un peu incapable de sortir de mon lit, c'est comme Mmh. un symptôme tout à fait courant Ouais. de la dépression, mais ce symptôme-là, c'est comme agrandi à la maison. J'étais comme pas vraiment capable de sortir de chez moi. Mmh. Euh, c'est ça. Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes et très rapidement. Et donc, je suis allé rechercher ces poèmes-là publiés dans Estuaire. Et pour les écrire, je savais pas trop comment faire. J'étais très souvent bloqué. C'était pas un flow rapide d'écriture. Alors que généralement, j'écris de façon assez un peu intense. Là. Quand je me mets à écrire, j'écris vraiment beaucoup et longtemps. Et puis une fois que c'est terminé, c'est comme un gros bloc. Et bon, alors que là, c'était pas du tout ça. C'était à petite dose et chaque poème était vraiment difficile à écrire. Et donc, je suis allé retrouver des photos que j'ai prises pendant que j'étais en dépression. Et bon, excusez-moi, je fais beaucoup de sauts dans le temps, là, mais un autre saut dans le temps avant de tomber en Mmh. dépression. Donc, dans ma vie, en général, avant, je faisais de la photo. Mmh. Je parle au passé parce que j'en fais presque plus maintenant, mais j'ai eu une bonne pratique de photographique pendant à peu près 10, 15 ans, Mmh. amateur. Je me suis jamais considéré comme un photographe. Puis c'était beaucoup de la photo extérieure, de paysages, éventuellement des Mmh. photos de voyage. Et ces photos-là, c'était toujours des plans très larges. On voyait beaucoup de ciel, beaucoup d'horizons. Il y avait beaucoup d'espace dans ces photos-là. Mmh. Quand j'étais en dépression, donc, et je me sentais enfermé chez nous, c'était tout à fait l'inverse. Ouais. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'horizon, il n'y avait que des murs. Et j'ai commencé, j'étais incapable d'écrire, j'étais incapable de lire, les lettres se mélangeaient, j'avais pas de souffle, j'avais pas d'endurance à la lecture. Et donc, j'ai instinctivement, sans même y penser, un jour comme ça, pris mon appareil photo qui était rendu empoussiéré et j'ai commencé à prendre des photos de l'appartement, un peu pour niaiser, puis éventuellement, c'est devenu une pratique. C'est Mmh. devenu, je commençais à sentir qu'il y avait un genre de rituel qui se passait lorsque je faisais ça. Ça durait pas très longtemps, quelques minutes, 1 heure max, Mmh. mais c'est 1 heure au cours de laquelle je commençais à me réapproprier mon appartement il n'aurait pas fallu me voir parce que je prenais des pauses un peu bizarres. Je me mettais comme la tête en dessous de la table pour photographier, en dessous de la table où on voit pas. Je mettais mon appareil en dessous du divan où mon corps peut pas aller, juste comme Mmh. qui était à la hauteur de mon appareil pour photographier à l'intérieur. Je faisais des gros plans des murs, des murs de béton, puis un plafond de béton chez nous. Fait que je prenais comme des photos de cette texture-là. Et donc, c'était des photos qui, esthétiquement, étaient pas si intéressantes que ça, mais qui étaient complètement différentes des photos que je prenais auparavant. Mmh. Et de fil en aiguille, j'ai l'impression, en tout cas, je décide de le lire comme ça, ou de fil en aiguille, cette pratique photographique m'a permis de tranquillement retrouver les mots, retrouver le langage, Mmh. retrouver la capacité à lire, à écrire, à m'exprimer et éventuellement à sortir de chez nous, ce qui voulait dire un peu sortir ish de la dépression. Donc, c'est pour ça que les photos sont si importantes dans ce livre-là, c'est que j'ai voulu les, euh, les faire entrer parce que c'est grâce à ces photos-là auxquelles je suis retourné, Mmh. que j'ai été capable d'écrire des poèmes. Éventuellement, je me suis retrouvé devant peut-être une vingtaine ou une trentaine de poèmes, la moitié à scraper, et l'autre moitié, je savais pas quoi faire avec ça. J'étais plus capable d'en écrire parce que je me sentais un peu revivre Mmh. certains symptômes de la dépression, en tout cas certaines anxiétés, Ouais. comme un genre de trauma, si on veut. Et je me souviens, j'étais dans un chalet chez des amis à ce moment-là, puis j'écrivais, puis j'étais pas capable, puis je suis sorti dehors, je suis allé voir mon copain, puis j'ai expliqué ce que je viens de vous dire, c'est que j'arrivais. C'est bizarre, ça m'est jamais arrivé d'écrire sur une expérience passée, de vivre un genre de retour du trauma, un genre de PTSD. Là. Puis ben, il m'a dit, mais écris là-dessus. Mmh. J'étais comme, t'es quand même intelligent, toi. Quand même un conseil extrêmement simple, mais qui a changé complètement le cours de l'écriture. Je suis le jour même, je me suis dit, ah ben oui, tant qu'à ça, je vais écrire des essais pour le fun, mais dans ma tête, c'était comme écrire un truc à côté, là, Ouais. dans un journal intime, mais là, l'écriture a débloqué. Et Mmh. donc, je me suis rendu compte que là, j'étais en train d'écrire un livre qui allait pas être un livre de poésie, ça allait être un livre qui allait jouer avec tous les genres. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les domaines de ma demeure allaient avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de genres littéraires. Mhm. Tu as nommé quelque chose dans ta réponse, Nicolas, puis
Ça m'amène à une question que j'avais envie de te poser, parce que c'est ça, tu la nommes clairement dans le livre, cette peur-là de retomber que tu as vécue durant l'écriture. Est-ce que Mhm. cette peur-là t'habite encore? Est-ce qu'on se guérit de la dépression selon ton expérience ou on garde toujours une grosse cicatrice? Est-ce que tu vis encore avec cette peur-là de retomber? Euh, Sur le plan personnel, oui. Je sais pas si on en guérit. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas. Mais je, ce serait extrêmement cynique et négatif de dire qu'on n'en guérit pas. Ce serait vraiment triste. Mmh. Je pense qu'on en guérit. Je pense que si on en, c'est une maladie mortelle, la dépression. Ouais. On peut en mourir et on sait tous et toutes comment on en meurt. Ouais. Euh, et donc, si j'en suis pas mort, c'est que j'en suis guéri. Ou en tout cas, Mm. c'est devenu une condition avec laquelle je sais vivre. Je ne souffre pas de dépression chronique. Mmh. Donc ça, je vous rends soit clair, là, je suis pas en train de m'approprier une maladie que j'ai pas. Mm. Mais ce que ça produit pour moi, c'est une nouvelle peur, une nouvelle anxiété. Mm. Une anxiété que j'avais pas avant, celle de retomber en dépression. Mm. Et donc, ça crée une genre d'hypervigilance sur les symptômes de la dépression. Mais le problème, c'est que les symptômes de la dépression, c'est les symptômes d'à peu près n'importe quelle petite anxiété, Mmh. Ouais. petite peur. Je sais pas, j'ai une présentation à faire devant des gens que je connais pas, j'ai une entrevue d'embauche ou je sais pas quoi. Ben, qu'est-ce qui arrive? Je deviens très fatigué, je commence à trembler. J'ai soit très faim ou soit pas du tout faim. Je fais de l'insomnie. Mais tout ça, c'est des symptômes de la dépression. Sauf que c'est aussi des symptômes de l'anxiété en Mm. général. C'est aussi des, des, des signes qu'on est nerveux, nerveuse, qu'on est stressé. T'sais. Fait qu'on devient, en tout cas moi, je suis devenu très hyper vigilant à ces petites choses-là, ces petits Mm. symptômes-là, qui pourraient potentiellement devenir, de prendre toute la place. Ouais. Et quand ça prend toute la place, pour moi, ça devient donc un état dépressif. Mmh. Le symptôme le plus alarmant pour moi, c'est, pour moi dans le sens que je ressens moi-même, c'est l'apathie, c'est Mmh. le désintérêt total pour les choses que j'aime. Ouais. Euh, c'est passer une journée où je m'emmerde et que cette journée-là se répète le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, tout d'un coup ça devient un état. C'est là où c'est très glissant. Fait que c'est pas tant la tristesse, la mélancolie, tout ça. Je suis quelqu'un de très joyeux dans la vie, mais je suis quelqu'un qui a une relation assez intime avec la mélancolie. Je célèbre beaucoup les sentiments négatifs, disons, mais s'ils deviennent incapacitants, c'est là où moi je deviens très peureux. Et Ouais. donc ça crée ça, la dépression. Fait que je sais pas si on en guérit, parce que je pense que oui, mais ça crée une peur que j'ai dû apprivoiser. Une Ouais. fois que c'était fini, c'était pas fini parce que là, il y a ça, il y a cette affaire-là, le souvenir, le traumatisme qui vient avec. Et puis ça traumatise les gens autour de moi aussi. Mmh. La dépression, c'est aussi une maladie un peu sociale, c'est aussi une Ouais. maladie qui touche aussi nos proches. Et donc c'est ça, donc c'est aussi de dealer avec ça et l'idée c'est de parler de tout ça pour pas s'isoler une seconde fois après Mmh. l'isolement initial qui est celui de la dépression. Ouais, fait que le rester en lien, puis un peu te surveiller ton affect, c'est un peu les assurances que tu as développées contre, le fait de retomber, c'est ce que je comprends? C'est c'est une drôle de négociation parce que c'est à la fois les assurances qu'on développe, mais en même temps, c'est à la fois notre pyramide parce que l'hypervigilance Mmh. peut créer de l'isolement, Mmh. peut créer de la peur, une peur dans laquelle on peut s'enfermer. L'hypervigilance peut faire en sorte qu'on ne sort pas de chez nous. Ouais. Mmh. Et donc, on se retrouve malgré soi pour se protéger de la dépression dans le lieu même dans lequel on est. Et donc, c'est comme Mm. négocier la fine ligne entre protection et sabotage, disons. Ouais. Ouais. Donc, Non, c'est ça, je pense que tu nommes super bien le fait que justement, tu sais, les réactions à nos émotions puis aux choses qui nous arrivent sont tout à fait normales, puis ça va nécessairement faire des réactions physiques, mais après ça, quand tu as vécu un épisode justement où ce que tu été comme enseveli, puis tu es devenu comme plus fonctionnel en lien avec ces réactions-là, ben quand ces réactions-là reviennent, même quand ils sont tout à fait normales, comme tu le disais, quand on est, nerveux pour quelque chose, tu sais, avoir de la difficulté à dormir une mhm. fois, c'est pas grave, mais en même temps, si tu as fait de l'insomnie pendant full longtemps, puis qu'à un moment donné, tu refais une nuit d'insomnie, tu es comme: «Oh non, ça vient-tu de recommencer?» comme mais ça se peut que tu sois juste, C'est ça. c'est pas grave là, mais il faut pas que ça c'est ça, faut pas que ça te laisse t'envahir,
c'est difficile à doser, Puis là. des périodes d'insomnie peuvent arriver Oui, aussi, tu ben sais. oui, Des Mmh. bien sûr. périodes où, comme pendant 3 semaines, on dort super mal. Ben Puis oui, ça veut pas dire qu'on est en dépression, mais c'est ça. Fait ouais. que c'est comme une façon de négocier la peur de la chose, Mmh. mais aussi de dédramatiser un peu dans le sens où, un, un symptôme ou des symptômes de la dépression n'équivalent pas nécessairement à une dépression. Ouais. Et deux, si c'est ça, ben quoi que ce soit ça. Ouais. Dans le sens où de Ouais, dédramatiser la Tu ouais, raison. dépression, c'est ouais. aussi de ne pas faire en sorte que c'est la fin de tout. Tu sais. C'est Ouais. juste comme, ah bon, nouvelle épreuve. Tu sais. Il y a des gens qui vivent, j'ai beaucoup d'amis qui vivent avec cette condition-là de dépression chronique Ouais. et qui donc régulièrement, plusieurs fois par année, passent des mois en dépression. Et puis c'est terrible, mais la meilleure façon, pas de s'en sortir, mais de pas trigger warning, là, mais de pas vouloir mourir à chaque fois, Mmh. c'est de se dire, ah bon, ben ça recommence, comme un mauvais mal de dos, c'est Mmh. chiant à mort, Ouais. c'est incapacitant, ça handicape, mais euh, c'est une condition, Ouais. c'est pas la fin. Fait que Mmh. c'est un peu weird de dire ça parce que je veux pas invalider le fait que c'est dramatique, ça Oui, l'est oui. vraiment, mais c'est ça, tu sais, je pense que cette hypervigilance-là, cette peur-là, peut devenir peut prendre toute la place lorsqu'on voit ce qui va au bout de cette part-là comme la chose qui va nous enfermer pour toujours. Mmh. Vraiment. Des fois, je me souviens aussi que avoir, je le dis au passé, avoir traversé une dépression me rappelle aussi que j'en suis sorti. Oui. Donc, Mmh. Mmh. On peut avoir peur de tomber, mais on sait qu'au pire, si jamais on tombe, on peut se relever, puis on peut aussi connaître les signes avant, là. Moi, je sais que c'est ça qui va mieux dans ma vie, c'est que comme je retomberai pas aussi bas que j'ai tombé un jour parce que justement, je sais que je connais les signes puis que maintenant j'ai des stratégies pour comme quand je vois que ça s'en va vers ça, je fais: «OK, on va reculer. OK, c'est bon». On prend soin de soi tout de suite. Mais en même temps, prendre soin de soi, c'est pas si simple. Puis j'avais aussi envie de te parler de l'ouvrage Self-Care que tu as dirigé, puis parce que justement, tu sais, on l'a tellement entendu dans les dernières années, prends soin de toi, puis c'est important de prendre soin de soi, puis l'espèce d'hégémonie du self-care super individualiste. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre personne que c'est vraiment de la bullshit, puis que ça peut pas être juste. Le self-care n'est pas des bains moussants, là. C'est tout simplement ça. Puis, dans l'introduction, justement, de self-care, tu abordes justement cette dualité-là entre l'aspect individuel de oui, il faut prendre soin de soi, puis aussi l'aspect collectif de on peut pas faire ça tout seul, puis surtout que nos conditions sont pas. Comme, en fait, notre santé mentale dépend pas juste de nous, là, dépend aussi d'un contexte. Puis tu reviens dans cette introduction-là sur le contexte de création de ce livre-là où on était, euh, évidemment dans le contexte de la pandémie, de l'instauration du couvre-feu, des mouvements comme Black Lives Matter, la crise sociale au Chili. Fait que, tu sais, on est dans un contexte qui est assez sombre. Mais tu terminais l'introduction sur une note d'espoir en souhaitant que, euh, dans le fond, que ça devienne comme que le prendre soin de soi, ça devienne une déclaration politique de bienveillance et de solidarité pour que, puis là, évidemment, je cite le livre, mais que pour que prendre soin de soi signifie qu'ensemble, nous prenons soin de nous. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle touche d'espoir à la fin. Puis je me demandais, on est presque 1 an après la sortie de ce livre-là, est-ce que tu as l'impression que ce livre-là a pu contribuer à une espèce de prendre soin de nous solidaire? Est-ce que ton souhait est exaucé, en fait, à la fin, ouais. 1 an plus tard, là, après la sortie du livre? Je sais pas, mais tu sais, je pense que quand on dirige un collectif, surtout en création, là, quand on dirige un collectif, c'est vraiment un acte de foi Mmh, où on se dit ça va cartonner, c'est la meilleure chose au monde, c'est la chose la plus nécessaire et la plus salutaire du monde, alors que je veux pas être cynique, mais pour vrai, c'est quand même bien juste un livre parmi les millions de livres qu'on publie au Québec. Tu sais. ouais. Fait que, tu sais, il y a toujours le risque que genre il y ait comme juste personne qui le lise ou très peu de gens, puis bon. Et fait que c'est ça. 1 an plus tard, ce que je peux dire, c'est que le livre circule beaucoup. Mmh, Puis les gens m'écrivent beaucoup pour me parler de ce livre-là. Fait que je sais pas si ça réussit, ça suffit pas mmh, évidemment à faire en sorte que prendre soin de soi, c'est prendre soin de nous, tu sais. Mais je me dis, il y a un individu qui tient un livre, qui parle de ça,
où il y a plein de gens qui parlent du soin de soi ou des autres, de l'impossibilité aussi de prendre soin de soi ou des autres. Et cette personne-là, donc, lit plein de textes de plein de gens différents, de différents contextes différents. Puis, ben, à la fin de ça, il y a eu un soin qui s'est fait, qui est assez collectif. Fait que j'ai l'impression que dans un petit échantillon, c'est c'est l'activité de lecture qui permet de collectiviser la relation, en tout cas l'enjeu sur lequel on travaille, dont on porte le livre, et là, c'est le soin. Fait que je me dis, bon, peut-être que ça a marché, je sais pas. Euh, j'ai comme confiance à l'aspect performatif de la lecture de ce livre-là, mais ça ne m'appartient plus. Ouais. En fait, ça m'a jamais appartenu à moi non plus. C'est un collectif, c'est le texte des auteurs et des Mhm. autrices. Moi, j'ai juste curaté l'affaire puis écrit l'intro, mais euh, c'est ça, ça nous appartient plus à ce moment-là, ça appartient aux autres. Ouais. Là où ça nous appartenait, c'était lorsqu'on écrivait le livre et lorsqu'on faisait la direction littéraire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me dis que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour n'importe quel autre livre, c'est juste que celui-là parle de ça. Ouais. Oui, mais je pense que un des avantages, je trouve, de ce livre-là, c'est que, tu sais, je pense pas que de lier, ben, en fait, de démontrer l'aspect collectif ou la nécessité d'un self-care collectif, tu sais, c'est pas nécessairement une idée nouvelle, mais en même temps, ça l'inscrit dans un contexte comme québécois, tu sais, ça existe dans un livre. Parce que des fois, on a comme l'idée que, oh non, mais c'est aux États-Unis qui parlent de ces idées-là, mais c'est comme, ben non, mais ils en parlent partout, là, puis voici la pierre à l'édifice que vous avez faite, dans le fond, là. Puis aussi, tu sais, le soin, le care, c'est des concepts qui sont devenus un petit peu à la mode aujourd'hui. Moi, ça m'importait de parler de ça parce que c'est des enjeux qui m'intéressent énormément depuis longtemps, dans lesquels je m'engage beaucoup. Mais il y a, comme tu dis, l'idée du bain moussant, puis tout l'aspect super capitaliste du soin de soi, tu sais, qui est un peu récupéré. Puis j'avoue que je suis un peu en conflit avec ça, dans le sens où évidemment, c'est terrible, tu sais, ça prend beaucoup d'argent, les produits cosmétiques sont pas faits pour les personnes de couleur, c'est pas fait pour les personnes pauvres, on s'approprie et on récupère beaucoup les codes de beauté, pas les codes de beauté, mais les styles qui étaient des styles de résistance pour des personnes queer, par exemple, et là, on les récupère pour les personnes hétérosexuelles et on célèbre un homme blanc, cis, hétérosexuel, riche, parce qu'il met du vernis à ongles, alors qu'en même temps, il y a des personnes qui ne profitent pas de ces privilèges-là, qui mettent du vernis à ongles et se font battre dans la rue à cause de ça. Non, Bref, donc on est un peu dans ces conflits-là, sauf que c'est le fun. C'est le fun, le skincare, là, tu sais. Ben oui! Je dois avouer aussi que l'idée de ce livre-là, je l'ai eu pendant que j'étais au Chili. J'ai été au Chili pendant 6 mois pour mon projet de thèse, puis qui est mon pays natal. Et pendant que j'y étais, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube de skincare. Et j'ai commencé à être obsédé par ça. Puis j'ai fini par comme me dire ah oui, telle crème, je vais la tester, tu sais. Fait que là, je l'achetais. Et je regardais ça en me demandant, en sachant que comme c'est un peu wrong, c'est super capitaliste, on essaie de produire, on dit un peu n'importe quoi. Et donc j'avais un regard extrêmement critique de ça, mais en même temps, je mordais à l'hameçon quand même. Et donc c'est né un peu de ça, de qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est un mécanisme d'adaptation ou est-ce que c'est du vrai self-care que je me paye en regardant ces choses-là puis en tombant là-dedans? Je pense que c'est un peu des deux, tu sais. Et donc, je me suis dit, mais cette dichotomie-là, cette binarité-là, en tout cas, cette opposition-là, cette tension entre quelque chose qui peut nous faire du mal parce que l'industrie du skincare et toutes les industries du care ne veulent pas notre bien, ils veulent notre argent. Donc, quelque chose qui ne veut pas vraiment notre bien, mais quelque chose qui nous fait quand même du bien. Cette tension-là, c'est une tension qu'on vit au jour le jour lorsqu'une est personne marginalisée, peu importe pourquoi. Les femmes, les personnes racisées, les personnes queer, les personnes trans, etc., les personnes pauvres. C'est cette tension-là, la vie au quotidien. Donc, je me suis dit, c'est quoi le soin de soi lorsqu'on vit dans cette tension-là? Mais là, à part de ça, à part les vidéos YouTube ou le skincare, comme on voulait explorer avec toi, tu sais, comme l'écriture comme processus de réparation, puis est-ce que dans le fond, ta pratique d'écriture rentre pour toi dans la boîte du care ou c'est juste comme ça fait tellement partie de toi que ça dépasse le care, là, c'est comme une expression profonde de ton être? Quel rôle joue ton écriture dans comme des rituels quotidiens qui permettent de garder la dépression loin de toi?
c'est quoi le lien entre la dépression puis ta santé mentale? Excuse-moi, OK. l'écriture et la santé mentale. L'écriture. Euh, je sais plus par quoi commencer. OK, je vais commencer par l'enfance. J'ai un rapport à l'écriture. Mon rapport à l'écriture change beaucoup parce que depuis quelques années, un peu moins de 10 ans, l'écriture est devenue mon métier. Puis je me définis d'abord et avant tout professionnellement, disons, là, comme un écrivain. Euh, et donc, ça fait que lorsque j'écris plus pour m'exprimer, j'écris et pour lâcher mon fou et pour ventiler, j'écris des projets d'écriture. Ouais. Mais après, ils sont pas mutuellement exclusifs. C'est-à-dire, le projet d'écriture sur lequel je travaille actuellement, il est complètement dans un processus de réparation. Euh, j'ai commencé à écrire par réparation. J'ai commencé à écrire parce que j'étais très intéressé par tout ce qui est de l'ordre de l'expression artistique, puis ce qui est resté, c'est l'écriture. Mais l'écriture, c'était pas un passe-temps, contrairement au dessin, par exemple. C'était pas parce que j'aimais ça tant que ça, c'était par nécessité. J'avais besoin de dire des choses que j'étais incapable de formuler dans la vie. J'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin aussi de purger certaines choses, certaines émotions, etc. Et donc, c'est vraiment né de ça. Et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui, du fait que l'écriture, pour moi, c'est ça, sa genèse dans ma vie. C'était pour me réparer certaines choses ou pour m'aider à vivre, vraiment. Fait que ça, c'est la première partie. Par contre, quand j'étais en dépression et que j'allais voir une psychologue, la psychologue me disait, comme beaucoup de psychologues disent, surtout ceux qui travaillent dans l'approche comportementale, qui n'est pas mon approche préférée, me disait donc d'écrire mes émotions, puis d'écrire, de tenir un petit journal de ma thérapie. Ça va faire du bien, ça te met un peu à distance des émotions. Puis je disais, mais tu peux pas me dire ça, je suis écrivain. Ouais. C'est tout un rapport à l'écriture. Si je me mets à écrire mes émotions, ça va devenir un projet d'écriture, puis ça va devenir anxiogène parce que je suis pas capable de faire ça. Donc, ça va être un constat d'échec. Tu vas me mettre devant un échec de moi-même. Et puis, quelques années plus tard, je suis allé voir une autre psychologue. J'allais très bien. Je suis allé voir une psychologue pour d'autres raisons, mais j'étais pas en crise là, du tout. Et cette psychologue me disait la même chose, puis je lui répondais la même chose, puis elle comprenait très bien. C'est parce qu'elle me voyait pas en crise. Donc, elle disait non, c'est pas nécessaire que tu le fasses, ça pourrait t'aider, puis je disais à tout le monde, mais t'es comme moi, j'avoue, t'es écrivain, c'est un peu compliqué. Ouais. Tu sais, j'ai dit, pour vrai, ça va devenir un livre dans lequel tu vas te trouver, là. Je pense que tu veux ça. Et donc, je dis ça, ces anecdotes-là, parce que c'est plus mon rapport à l'écriture, vraiment. Celui de exprimer mes affaires, Sauf que ça, c'est revenu. C'est pour ça que je dis que mon rapport à l'écriture change beaucoup. Puis je tiens un peu à ça. Je tiens au fait que mon rapport à l'écriture soit le plus mouvant possible, le plus dynamique possible. Sinon, j'ai l'impression que je vais écrire le même livre tout le temps, puis je vais m'asseoir un peu sur mes lauriers. Je veux pas que mon rapport à l'écriture soit une certitude. Je veux toujours avoir l'impression que je suis en train d'apprendre à écrire. Tu sais, récemment, j'imagine que vous le savez ou que vos auditeurs ou auditrices le savent, ma sœur souffre d'un cancer depuis 1 an. Et puis, ça a créé beaucoup de remous dans notre famille. Et je me suis tourné vers l'écriture pour coper avec ça. Chose que j'avais un peu abandonné dans la vie, de me tourner vers l'écriture. Puis pas tant dans l'écriture, je vais écrire un projet, plus que journal intime, écrire mes émotions, exactement comme ma première petite me demandait de le faire. Et donc ça, c'est assez surprenant pour moi. Et tu sais, dans mon journal, bon, évidemment, je vous dirai pas des extraits, là, c'est pas très bien écrit, mais dans mon journal, j'écris genre comment ça se fait que je fais ça? Je retourne à l'enfance. Ouais. J'avais l'impression de retourner à l'enfance et à l'adolescence où j'avais besoin d'écrire sans souci esthétique, sans souci de projet, juste écrire ce qui se passe pour essayer de purger un peu des émotions, des phrases. C'est souvent des phrases qui se répètent dans ma tête et pour empêcher la rumination, qui est vraiment un méga symptôme de dépression, là, qui un peu qui peut vraiment déclencher un genre d'isolement mental. Bref, je suis retourné à ça. Fait que maintenant, dans les derniers mois,
je te dirais oui. Là, oui, c'est revenu, ça. Mhm. Cette idée de écrire pour me garder une genre de santé, un équilibre mental, disons. Euh, mais encore, je crains quand même que écrire dans ce journal-là pour me garder un équilibre mental déséquilibre ma santé mentale Mhm. à cause de l'écriture elle-même. Fait que, j'ai encore l'impression, pas tant de jouer avec le feu, mais de jouer sur un fil. Si je tiens le rythme et que les choses avancent bien, ça va être correct, mais au premier faux pas, ça peut tomber. Ouais. Mhm. Euh, je sais pas, je me sens un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça que je me sens avec l'écriture toujours. Mm. Même dans les projets d'écriture où qui sont bien avancés, puis que je sais que ça va devenir un livre, en tout cas qu'un éditeur, que je vais envoyer un éditeur ou une éditrice, Mhm. à chaque poème que j'ajoute, j'ai l'impression que je suis en train de foutre une bombe dans ce que j'écris. Fait que c'est peut-être aussi juste mon rapport à l'écriture, là, Mhm. Ouais. mais bref, pour répondre à ta question, oui, maintenant oui, mais ça a pris du temps. Pendant un temps, je mettais ça de côté parce que ça devenait mon métier, disons, de Mhm. façon un peu prétentieuse. Je pense que n'importe quoi que tu fais pour le plaisir, que ça devient ton métier, c'est sûr que ça change ton rapport par la suite à ça. Puis l'écriture, c'est tellement quelque chose comme d'intime, puis de. Mais quand ça devient ton métier, j'imagine que c'est ça, ton rapport est complètement changé. Tu peux plus le faire comme avant, là. Mhm, mhm. Après, tu sais, comme on en parlait tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, je Mm. pense, quand on parlait du fait que j'enseigne plus, Mm. par exemple, une des raisons pour laquelle j'ai quitté l'enseignement, c'est que je pouvais pas écrire pendant que j'étais prof de cégep. Tu sais, souvent, je me dis, écrire, c'est quand même un travail. Je pourrais ne pas écrire Mm. et être très bien mentalement, je pense, d'une part. Mais d'autre part, je fais quand même des choix assez radicaux pour maintenir l'écriture dans ma vie. Mm. Ça veut dire quelque chose quand Ouais. même. Je sais pas si c'est tant une question de santé mentale, mais euh, parce que comment dire, ça me gosse souvent quand des auteurs disent ou des autrices disent ah si j'écris pas je mourrais je serais comme je suis malheureux et tatata. Je me dis là vraiment je sais pas je pense que c'est quelque chose qu'on s'habitue à faire Mhm. et qu'éventuellement qu'on le fait puis on est un peu désorienté tu sais. Mhm. Ouais. Mais en tout cas je sais pas pour moi j'ai pas ce rapport là à l'écriture de j'ai besoin d'écrire sauf que d'un autre côté c'est vrai que j'y retourne constamment Mhm. je consacre ma vie beaucoup à la littérature et ben, récemment, c'est ça, je sacrifie des choses pour l'écriture. Fait que, Mhm. je sais pas si c'est une question de santé mentale ou d'équilibre mental Mhm. ou je vais virer fou si j'arrête d'écrire, je pense pas. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, même quand c'est des projets d'écriture, des livres que je veux écrire, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la survie là-dedans. Je sais pas. Mhm. Puis, on arrive tranquillement vers la fin de notre conversation, mais j'avais envie de t'ouvrir sur une dernière question parce qu'on avait envie, Marie et moi, de parler de représentation de la dépression puis de la santé mentale dans des œuvres littéraires, cinématographiques, à la télé, romans graphiques, n'importe quoi. Puis je me demandais, est-ce que toi, tu as des recommandations, des œuvres qui abordent ces thèmes-là que tu auras envie de nous recommander? Rapidement comme ça, je pense à Virginie Savard, qui est une poète, Mm. qui a écrit deux livres. Le premier s'appelle La forme subtile de la suite et qui porte sur la dépression, sur l'anxiété. Et le deuxième qui vient tout juste de sortir, il y a peut-être une semaine, s'appelle, je l'ai ici. Je regarde là, parce que je l'ai ici. Ah, mais Ouais. on est un podcast, c'est vrai, j'oublie. Euh, euh, ouais, donc son dernier qui est sorti la semaine dernière, il s'appelle Les deuils transparents. C'est deux Mm. publiés chez Triptyque, mettons des là, c'est un peu de la promo pour la maison d'édition pour laquelle je travaille, C'est mais ouais. parfait. Qui les deux transparents portent sur c'est pas tant sur la santé mentale, plus, mais quoi que c'est toujours question d'anxiété dans les travaux de Virginie, mais ça porte sur le deuil, Mm. euh, sur, comme je disais en trois parties, la première partie c'est le deuil des petites choses, Mm. les plantes mortes par exemple. Euh, il y a des passages où par exemple elle parle excusez-moi là, je perds mes mots là, des feuilles sur des poteaux, on dit qu'un chat, on cherche Mm. un chat, le chat est perdu, donc elle fait le deuil de ce chat-là, c'est des petites choses Mm. qu'elle ne connaît pas. La deuxième partie, c'est le deuil des vies qu'on n'a pas eues, des Mm. choix qu'on a fait. J'ai choisi de faire ça plutôt que ça, et donc de faire le deuil de Ouais. des gens que j'ai pas connus, des gens qui habitaient dans l'appartement dans lequel je suis arrivé avant moi, c'est Mm. des choses comme ça. Puis le troisième, c'est le deuil de notre planète, donc Mm. c'est sur l'éco-anxiété. Et donc, c'est
comme un triptyque vraiment génial, là, Wow. je trouve, là, brillant. Là. Fait que lui, sinon, ben, c'est sûr que dans les domaines de ma démarche, je cite beaucoup Anne Chetkovich, qui Mm. est là, c'est vraiment plus universitaire, qui a écrit Depression a Public Feeling et qui considère la dépression comme, et tout affecte, en fait, comme chose publique, Mm. chose sociale, chose politique. Et donc, elle parle un peu de sa dépression, mais elle fait toute une étude sur la dépression, sur les aspects politiques de la dépression. C'est vraiment un livre majeur dans son travail. Ouais, ce serait à peu près ces deux-là. Sinon, ben, il y en a un qui parle pas tant sur la dépression, plutôt sur la psychiatrie, Mm. surtout. Sur l'aide, sur l'accompagnement, c'est Soigner, aimer de Vanessa Youssef, qui est un livre super beau. C'est un essai sur son travail de psychiatre auprès de différentes communautés, autochtones entre autres. C'est vraiment un beau livre, c'est publié chez Mémoire d'Ancry. Ouais, j'aimerais ces trois-là, mettons. Eh ben, Trio sur la santé mentale. merci, c'est vraiment des bonnes suggestions. J'espère qu'on va sauter là-dessus. Moi, il n'y en a pas que j'ai lu là-dedans, mais ça a l'air super intéressant. J'ai vraiment envie de m'y intéresser. Ben, merci à vous. Ah, il y en a un autre, mais c'est en anglais. Ah, go, on est Je full sais pas, il est bilingue. pas super ouvert. OK. Amy Berkowitz, c'est l'autrice. Ça s'appelle Tender Point. C'est plus sur la douleur chronique, mais tu sais, je trouve ça drôle de parler de douleur chronique parce que c'est toujours lié aux questions de santé mentale quand même. Ouais. Et ça, c'est vraiment sur la fibromyalgie. Donc, c'est cette drôle de maladie qu'on ne sait pas trop comment nommer. Donc, on a appelé fibromyalgie, mais c'est lié à toutes sortes d'affaires. Et ça s'appelle Tender Point, qui est comme en fait une façon de diagnostiquer la fibromyalgie, à savoir à quels endroits tu as de la douleur ou des tensions. Les tender points, donc des points, différents points dans le corps, dans le dos, l'épaule, les jambes, je sais pas. Et donc, c'est un récit très poétique. Moi, ça a été vraiment une influence pour les Honneurs à la demeure, pour vrai. Même si je le cite pas dans les Honneurs à la demeure, c'était un livre qui m'a... j'ai comme compris qu'on avait le droit d'écrire d'une certaine manière en lisant ce livre-là. Elle parle de ça, donc de sa fibromyalgie, du milieu médical qui est très, très sexiste, qui ne croit pas beaucoup la douleur des femmes, et qui, dans ce livre-là, elle parle aussi de musique. Elle parle, elle était très active dans le milieu de la musique noise. Et donc, elle fait un genre de lien entre douleur chronique, musique noise, qui est une musique assez violente, mais aussi qui a une genre de douceur dedans, parce qu'elle elle est dans la langueur. C'est juste que au lieu de la musique ambiante, c'est comme beaucoup de sons en même temps qui prennent toute la place. Et donc, elle parle de ça, de la douceur dans la violence, de la douceur dans la douleur. Donc, ce livre-là aussi c'est un beau livre pour ça. Des belles suggestions de lecture pour votre hiver, parce que cet épisode-là sort au mois de novembre. Hein, c'est un mois où est-ce que la déprime est plus facile. C'est pour ça qu'on voulait aborder le thème. Fait qu'en tout cas, pour accompagner notre auditoire durant cet hiver, vous avez plusieurs options. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. C'est très agréable. On est rendu en deuxième partie de cet épisode sur la santé mentale, puis on avait envie d'explorer de quoi ça a l'air, les représentations de la santé mentale sur les médias sociaux. Mais de quoi on parle plus précisément, Marie? C'est un mix bag, hein? Oui. C'est beaucoup de choses, puis je pense qu'il y a eu une évolution dans... Tu sais, comme on pensait pas quand Facebook est arrivé dans nos vies il y a comme 15-20 ans, ish? Non, j'exagère. Il y a 15 ans. Ouais. Tu sais, puis qu'on postait des statuts genre je mange du macaroni puis je me rappelle de Robin Stella, genre, tu sais, on savait pas que les médias sociaux allaient ouvrir une porte sur comme l'univers de la santé mentale. And yet, here we are. Mais moi, Facebook, c'est un réseau que j'utilise presque plus.
J'utilise encore Twitter, sauf que là, c'est un petit peu on the fence, Twitter, en ce moment, à cause de monsieur Musk. Euh, Fait que, tu sais, moi, c'est beaucoup sur Instagram et sur TikTok que je vois du contenu de médias sociaux. Puis c'est quoi? C'est des memes, Mhm. c'est des vidéos de thérapeutes, Ouais. c'est des gens qui partagent leurs expériences et c'est aussi beaucoup de gens qui se proclament experts Ouais. de je sais pas trop quoi, tu sais. For better and worse. Puis vraiment, tu sais, moi, je curate beaucoup là, sur les médias sociaux mon expérience. Fait que, tu sais, sur Instagram, le monde qui m'énervait, j'ai arrêté de les suivre. Fait que ce que je vois, c'est ce que je vois en termes de contenu de santé mentale sur Instagram, c'est oui, un petit peu de meme, mais tu sais, des fois, juste des pistes de réflexion. Ça, je trouve Ouais. ça bien, bien le fun. Oui. Puis sur TikTok, ben, puis ça, on en parlait avant d'enregistrer l'épisode, tu sais, faut pas tout mélanger entre santé mentale et neurodivergence, même Oui. s'il y a comme clairement des liens. Mhm. Mais il y a beaucoup de ça sur TikTok. Tu sais, comme Ouais. les gens donnent une liste de symptômes, puis comme c'est comme OK, si t'as ça, 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 ça veut dire que t'as ça, tu sais. Ouais. Puis ça peut être intéressant, je pense, pour les individus de se reconnaître dans ce genre de contenu-là, puis ça peut peut-être apporter des réponses à des points d'interrogation Ouais. qu'on a. Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu une pente glissante. Fait que Ouais. moi c'est ça que je te dirais que je vois là, comme Ouais. portrait global. Je sais pas si toi, ton expérience est différente. Ben, ça ressemble pas mal à ça. Moi aussi, là, les réseaux sociaux que j'utilise le plus, c'est Instagram et TikTok. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je suis certains thérapeutes qui ont des approches des fois queer ou, des fois, il y a comme Mmh. des thérapeutes qui ont aussi une approche comme, tu sais, en fait, plutôt une expertise pour les parents. Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils vont faire, qu'ils vont donner des conseils, là, de parentalité, mais comme aussi en lien avec je trouve que c'est aussi en lien avec la santé mentale. Puis, tu sais, ce que tu as nommé tantôt, tu sais, justement, on voit des thérapeutes, on voit des gens qui s'autoproclament experts en santé mentale, on voit des gens qui partagent leur expérience, on voit des mimes. Moi, la catégorie que tu pas nommée, puis moi, c'est vraiment mes préf, je les vois vraiment plus sur TikTok, mais c'est, hem les personnes non thérapeutes, mais qui, donnent un peu de free therapy dans le sens où et c'est positif, dans le sens où ils vont arriver puis ils vont faire comme: «Je vais te dire ce que mon thérapeute m'a dit aujourd'hui, so you don't have to go there». Mmh. Et évidemment, Mmh. tu sais, je pense pas que ça se substitue à de la thérapie, mais comme, tu sais, juste de Mmh. dire, j'ai pas nécessairement d'exemple, mais tu sais, une espèce de aha moment qu'ils ont eu en thérapie aujourd'hui, une phrase qu'ils considèrent utile, qui a été donnée par leur thérapeute. Mmh. J'aime vraiment beaucoup les gens qui partagent des bouts de leur thérapie. Je trouve que c'est bien le fun. C'est ça, puis je trouve que c'est comme un bon équilibre. Je trouve que c'est comme la fine ligne, là, tu sais, l'équilibre entre c'est comme du contenu qui est quand même, tu sais, relativement comme fiable ou comme, tu sais, responsable parce que ça vient d'un thérapeute, mais en même temps, c'est rapporté par quelqu'un d'autre, fait qu'il y a comme l'expérience personnelle, puis Ouais. c'est sûr que ça veut pas dire qu'un conseil, qui est donné nécessairement fit avec toi, là, mais comme j'aime ça, cette affaire-là, puis c'est au pire, je fais comme Ouais. ça a rien à voir avec moi, puis je me reconnais pas pantoute là-dedans ou je pense pas que ça s'applique à ma situation. Mais d'autres fois, tu fais comme: «Ah ouais, hein? Ah oui! Ah c'est vrai, hein?» C'est comme Ouais. je viens de me souvenir d'une des phrases que j'ai entendues qui m'a comme que j'ai aimé puis que c'était dans ce truc-là, là, genre: «Ah, c'est ça mon thérapeute qui m'a dit», c'est genre, hem c'est jamais la responsabilité d'un enfant, même d'un enfant rendu adulte, de comme pas prendre soin, mais comme un peu de care pour ses parents, là. Comme ça Mmh. devrait jamais être ça, là. J'avais trouvé ça bien Mmh. intéressant. Mmh. Ça fait réfléchir, puis tu sais, pour ce que tu viens de partager spécifiquement, là, cette idée-là, je pense qu'il y a peut-être des nuances Oui, culturelles oui, à bien sûr. ajouter, mais en Ouais, tout cas, ouais, disons ouais. en Ouais, contexte ouais. nord-américain. Cela étant dit, moi, j'ai pas de misère avec le partage d'expériences Mmh. Ouais, ouais. en lien avec la santé mentale sur les médias sociaux, bien au contraire. Moi, c'est quand ça devient prescriptif, tu Oui, sais. bien sûr. Moi, Ouais. c'est genre, tu sais, c'est ça, si tu me dis comme: «Mon thérapeute m'a dit ça» ou comme: «Voici moi ce que j'ai appris», tu sais, Ouais.
fine. Mais quand ça commence à dire comme, puis là, c'est weird, là, j'ai comme pas d'exemple, clair en tête, mais puis même honnêtement, des fois, je vois des thérapeutes faire ça aussi. Ouais. Quand ça cherche à être trop bite size, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Puis, au nombre de podcasts qui traitent de santé mentale que j'écoute, qui font tout le temps comme pas un trigger warning au début, mais plus qui disent comme Hey, ce podcast n'est pas un remplacement à la thérapie, tu Oui, sais, oui, comme oui, bien on sûr. entend cette phrase-là. Mmh. Je pense qu'il y a peut-être des gens sur les médias sociaux qui mériteraient d'écrire ça dans leur bio, mettons, ou comme au début de Clairement. la vidéo, dire comme By the way, ceci n'est pas un remplacement à la thérapie parce Ouais, que, ouais. euh, tu sais, c'est ça, tu peux être très inspiré puis faire du chemin en écoutant des partages comme ça, mais ça reste limité dans son application, Ouais. puis c'est pas toujours tu sais, c'est ça, c'est que la thérapie puis le soin de santé mentale, selon moi, c'est pas du one size fits all, Ouais. puis j'ai l'impression que, tu sais, on veut tout le temps trouver comme la réponse magique. Ouais. OK, cette liste de symptômes-là, ça veut dire tel diagnostic et voilà, merci, bonsoir, tu sais, ou comme Ouais. voici pourquoi tu as des problèmes à t'affirmer au travail, je te propose une solution. Tu sais, c'est comme Ouais, ouais. ça simplifie trop, puis Ouais. ça me gosse. Moi, c'est ça qui me gosse. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi, tu sais, toute la question justement des diagnostics, mettons, comme même s'ils disent, OK, bon, ben, voici une liste de symptômes, puis ça veut peut-être dire que tu as ci ou que tu as ça. Ben, comme, OK, mais ça te donne, comme, peut-être que ça te donne des mots, puis ça peut peut-être un peu t'aider, t'outiller, d'arriver justement, d'aller en thérapie ou à un professionnel de la santé ou un professionnel de la santé mentale, puis dire, hey, là, j'ai entendu dire que telle caractéristique, ça ferait partie de tel diagnostic, penses-tu que? Mais justement, tu as besoin d'aller consulter. Mais c'est la même affaire pour la médecine, j'ai envie de dire, là, comme, tu sais, des fois, les médecins qui disent, hey, là, le monde qui ont googlé leurs symptômes puis qui arrivent, sont comme, je pense que j'ai un cancer de l'œsophage. Ils sont comme, attends, on va faire 2, 3 tests, c'est peut-être pas ça, là, tu sais. Fait que c'est un peu le même parallèle là, que je peux faire avec la santé mentale, tu sais, parce que c'est pas si simple que ça, puis ça t'amène pas des solutions. Puis tu sais, je pense qu'on l'a répété vraiment souvent dans le podcast, dans plein d'épisodes, à quel point on pense sincèrement que comme aller en thérapie ou avoir accès à un thérapeute, c'est vraiment important si vous avez besoin d'aide. Ouais, et also, c'est un privilège, Oui, tu oui, sais? tellement. Fait que peut-être que ça peut nous amener parce qu'on avait, en fait, envie de regarder la chose des 2 côtés de la médaille, là. Mhm. Fait que voir c'est quoi les bons côtés des posts en santé mentale sur les réseaux sociaux, puis les moins bons Ouais, côtés, hem, puis rapper ça, tu ouais. sais? Heu, mais fait que moi, pour partir le bal, je dirais qu'un des bons côtés, de, la santé mentale sur les médias sociaux, c'est l'accessibilité, Oui, tu sais? vraiment. Puis de normaliser, c'est drôle, on va revenir sur ce mot-là, mais, hem, donner du vocabulaire Ouais, aux gens pour parler oui, de réalité, que peut-être, mettons, justement, v'là 10, 15 ans, on n'avait pas toujours ouais. les mots pour parler, tu sais? Je pense que le discours, quand on dit on parle beaucoup plus de santé mentale de manière décomplexée aujourd'hui, Mhm. c'est entre autres dû aux médias sociaux. Ah oui, définitivement. Puis, tu sais, ça amène à se sentir moins seul, à faire comme Mmh. peut-être des réalisations qui vont faire justement qu'après ça, euh, tu vas faire des démarches puis dire comme, OK, ben, garde, c'est pas normal que je me sente triste tout le temps, par exemple, comme peut-être qu'effectivement, j'aurais besoin d'aller consulter, tu sais, mais comme, je sais pas, des fois, il y a comme des sentiments ou des émotions qui sont un peu plus floues, comme, puis je pense que ça revient beaucoup à la dépression puis à l'anxiété, là, que c'est comme, t'es pas sûr, mais là, après ça, tu fais comme, t'entends quelqu'un parler de son expérience, puis tu dis, ah, OK, ben, c'est peut-être ça, peut-être qu'aller consulter, ça Mmh. serait une bonne idée. Fait que je trouve que ça Mmh. peut être un bon starter, mais en même temps, tu sais, si tu pars de de contenus qui sont accessibles, comme tu disais, là. Mmh. Puis je dirais aussi qu'il y a un autre aspect positif, de parler de santé mentale sur les médias sociaux. C'est pas le cas pour
tous les posts, mais tu sais, on parlait de mimes, Mmh. puis en général d'amener l'humour, tu sais, à la Mmh. santé mentale qui est des fois, justement, un sujet plus lourd. Tu sais, on parle de dépression, on parle d'anxiété, on parle de choses qui sont comme difficiles à vivre, tu sais, puis d'en rire un peu, Ouais. au-delà de se reconnaître dans l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est ça, d'en rigoler Ouais. un peu, tu sais, d'amener ça sous un format différent. Ça te permet, je pense, à la fois d'avoir du recul, puis c'est ça, de pas être tout le temps les 2 pieds dans ton expérience, de dire: «Ah, c'est donc tough», tu sais, de Mmh. pratiquer un peu l'autodérision. Tu sais, je pense que c'est Ouais. sain, ça. Non, clairement. Puis ça amène un aspect parce que, tu sais, tantôt on disait: «Ah, tu sais, tout peut pas être comme bite size», mais en même temps, comme un meme, l'humour, ça peut être ça. Puis c'est Mmh. comme correct parce que c'est de l'humour, mais c'est pas comme un conseil qui dit, tu Mmh. sais, je sais pas, là, une phrase vide qui dirait, «Après la pluie, le beau temps», tu sais, comme une affaire de même, tu sais, que là, Ah t'es comme: ah. «OK, mais où c'est que ça m'amène?» Tu sais, tandis que un meme, ça a pas la prétention d'être un proverbe ou d'être Mmh comme quelque chose qui est supposé d'être, illuminant, là, mais ouais, moi, j'aime beaucoup les mimes, moi aussi. Puis du côté des moins bons aspects, ben, tu viens d'en parler un petit peu, c'est comme cette espèce de on voit moins parce que ça a été beaucoup dénoncé, mais un peu la positivité toxique ou la Ouais, pensée magique, là, tu sais, de ouais. genre, «Ah OK, oui, tu vis ça, mais et si tu voyais la situation sous un autre angle?» Tu sais, qui est Mmh. helpful des fois, mais qu'à Oui, un moment donné, c'est comme: «Gars, je peux-tu être triste, puis c'est pas ouais. obligé d'être un problème», genre? Good vibes only Ah here. non, ça, je suis pas capable, non, C'est l'horreur. non. Mais non, c'est ça, parce que ouais. Mais un autre des mauvais côtés, c'est vraiment, par exemple puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans les personnes qui amènent de l'avant la positivité toxique, c'est justement les gens nowhere qui ont pas d'expertise, mais qui vont Mmh. se faire une page, dans laquelle ils vont parler à travers de leur chapeau, puis parfois justement comme charrier de la positivité toxique, puis dire comme, «Non, non, mais t'as juste à méditer, puis ça va tout régler tes problèmes, ça va puis réaligner tes chakras, puis ça va comme» tu sais, tu là comme: «Hey, non, mais t'es qui toi, madame, dans ton sous-sol qui tweet comme» tu sais, autant je trouve que les réseaux c'est le fun d'avoir l'avis d'un peu n'importe qui sur les réseaux sociaux, mais pas quand ça se prétend être des conseils, Mhm, mhm. M'a tu sais? t'organiser ça, Ouais, moi, ouais, tu vas voir, tu vas être heureux en 15 étapes faciles, tu sais, c'est comme comme c'est de la bullshit, là. ouais, ouais, mais c'est ça, fait que c'est toujours important, peu importe le type de contenu qu'on regarde sur les médias sociaux, puis tu sais, là, on peut même rentrer l'information là-dedans, là, mais Ouais, c'est de toujours garder son esprit critique parce que ce soit justement la madame nowhere qui s'improvise, ouais. tu sais, guide spirituel ou un thérapeute, tu sais, Oui, parce que je pense que même dans une relation thérapeutique, genre chez le bureau du ouais. psy, si le psy te dit quelque chose, puis ça résonne pas, tu as le droit de Ouais, dire: ouais. «Hey, excuse, comme je comprends pas» ou comme «Je suis Ouais, vraiment ouais. pas d'accord avec ta lecture de la situation». Faut pas toujours déférer aux experts, même Ouais. si, tu sais, self-proclaimed ou avec un diplôme. Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, ça reste des humains au final qui ont des billets puis qui ont des failles, là. Fait que, tu sais, des fois, ils peuvent être, ça c'est pas parce que t'es un thérapeute ou une thérapeute, autorisée à pratiquer dans ta province que t'es nécessairement bon, malheureusement. Ouais! Ouais! Malheureusement. Mais j'ai vu quand même un certain nombre de thérapeutes, québécois notamment, tu sais, qui avaient des pages Instagram, par exemple, puis qui ont l'air de bien naviguer, puis tu sais, de faire des Mmh. disclaimers, faire comme, tu sais, «Ceci n'est pas de la thérapie». Tu sais, je pense qu'il y a moyen de bien le Mmh. faire, c'est ça qui est intéressant. Puis aussi de comme faire la différence entre, OK, bon, ben ceci, c'est du justement, c'est du contenu gratuit, accessible, d'éducation, de sensibilisation. Ce Mmh n'est pas de la thérapie et genre j'ai même vu à un moment donné je pense une psychologue qui a une page une page Instagram puis qui avait dit, «Je suis pas tu sais, je peux pas vous prendre comme client dans mes DM, là, tu sais, comme écrivez-moi pas pour Mmh. comme se substituer à une consultation, là, tu sais, je peux pas faire ça. Éthiquement, je peux pas faire ça non plus». Fait que, tu Mmh sais, elle amenait comme ses limites puis elle disait comme tu sais, je pense qu'elle l'avait écrit dans sa bio, là, tu sais, genre, pas de
pas de ben, tu sais, puis c'est même pas juste des demandes de consultation parce que je me dis que ce qu'elle doit avoir, c'est pas nécessairement des, genre: «Je peux-tu prendre rendez-vous avec toi?» Quoique peut-être que Mhm. oui, mais tu sais, elle doit avoir du trauma dumping aussi là, dans ses Ah DM ouais. certainement. Fait que tu sais, Oh comme: «Non, mon non, moi je Dieu. peux pas dealer avec ça, comme je vous répondrai pas là, je peux pas là». Ah, mais vive les thérapeutes qui sont capables de model Oui, ça, tellement. mettre leurs limites. Ah, qu'on aime ça. Ah, Puis oui, l'importance de clarifier, tu sais, moi je dis ouais, c'est à tout à leur honneur, ces personnes-là, de justement mettre les balises puis de recadrer le contenu ouais. qu'ils présentent parce qu'effectivement, ça a ses limites. Puis il y a pas de problème tant qu'on le sait puis qu'on le dit, Oui! tu sais. Puis ça fait partie de l'éducation aussi, je trouve, là, comme, tu sais, des fois, tu le sais pas, là, ou t'es plus jeune, tu comprends pas que, comme, c'est pas correct, comme, tu peux te dire: «Ah, mais c'est une psychologue, fait que je vais y écrire dans mes DM puis demander Mmh. une petite séance de thérapie sur le fly», mais comme non, ça va, non. Non, Il y a non, ça d'autres marche pas de services pour même. ça, il y a des lignes d'écoute, il y a des textos qu'on peut envoyer dans Mhm. certaines ressources pertinentes. Puis, je voudrais juste faire un dernier coup de gueule sur qu'est-ce qui me gosse de la santé mentale sur les médias sociaux, puis après ça, on finira le point, mais là, c'est passé de mode un peu, là, mais moi, j'étais tellement tannée, là, v'là comme 1 an et demi, 2 ans, là, tout le monde était valide, Ouais, puis il fallait tout normaliser, tu sais? Puis c'est devenu tellement galvaudé comme ouais, formule, puis ça voulait plus rien dire, puis so what? Je suis valide, tu sais? Puis comme je comprends que peut-être ouais, qu'on est une génération ou une culture qui, donne pas la possibilité aux gens de vivre l'entièreté de leurs émotions, là, je le reconnais. ouais, Mais comme, hey, tu fâché de telle affaire, genre, je sais pas, t'es fâché de Harvey Weinstein, qui a violé des femmes, t'es valide. Comme ça où ça nous mène? ouais, Comme en tout cas, c'est parce que c'est juste que c'est rendu une formule passe-partout qu'on utilisait ouais, beaucoup, puis ça veut plus rien dire. ouais. Ça me rend dingue un peu. Mais est-ce que tu penses que c'est correct si la personne a dit à peu près la même chose, mais sans dire: «On devrait normaliser telle affaire»? Je Comme pense si que s'il y a oui. pas la moi personnellement, comme j'ai l'impression que ça me gosse moins s'il y a pas la phrase au début, genre, c'est juste comme un partage d'expérience pour faire comme, Oui, je pense que oui, je pense que c'est le cliché qui ouais, m'énerve. ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a eu plein de posts là, tu sais: «Normalize quelque chose», là, genre, Oui, puis à un moment donné, c'était drôle, puis à un moment donné, c'est oui. ça, c'est comme on a vidé la joke, genre, tu sais? Mais bon, mais ça c'est tu sais, ça c'est très personnel là, no shade, mais en même temps, c'est ça. Si vous êtes tout le temps à valider tout le monde, je vous juge. On peut pas tout être valide. Oh Fait là que là. là, c'est quoi notre, comment on résume ça, Catherine, là? C'est quoi nos tips si vous voulez suivre des influenceurs de santé mentale sur les médias Mmh. sociaux? C'est quoi les conseils officiels d'entre-deux-eaux? Parce que là, on va être Oui, prescriptive. oui, effectivement. Hem, c'est quoi les conseils pour pas, se perdre là-dedans, là? Ben, écoutez, je vais être très prescriptive. Alors, en rafale, on veut ne pas prendre ça trop au sérieux, c'est bien important. Mmh. Garder son esprit critique et même auprès des vrais thérapeutes Mmh. et ne jamais oublier, comme je l'ai déjà mentionné, que votre consultation de tous ces thérapeutes et contenus de santé mentale ne remplacera jamais une véritable thérapie. Parce que Mmh. tout ne peut pas se résumer dans un carrousel Facebook et que vous avez besoin et vous méritez une réponse, adaptée à votre situation. Amen à ça. Moi, si j'ai comme la phrase de la fin à cette conversation, c'est si on a les moyens, bien Oui, évidemment, quoique, tu sais, les moyens, c'est toujours relatif, mais faire le choix d'investir sur soi et son bien-être, oui. c'est un choix valide. c'est un, tu sais, on est beaucoup socialisés, tu sais, les personnes socialisées femmes, Ouais. mais je pense qu'en général, comme pour certaines personnes, c'est vu comme un investissement un peu Mmh. futile. Ça tend à changer, mais Ouais. comme non, non, tu vaux peut-être 200$ par mois pour aller parler à quelqu'un. Peut-être, tu sais. Oui.
dernière partie de ce deuxième épisode, dans lequel on a parlé de dépression pour essayer de nous aider à passer à travers novembre et Mmh. on voulait, terminer cette série-là avec des recommandations d'œuvres artistiques, des on a plein d'affaires, vous allez voir, qui parlent de santé mentale puis qui nous ont vraiment fait du bien à certains moments. Puis je pense à ça, fin novembre, on est proche des cadeaux de Noël, fait que peut-être que ça va même vous donner des idées de cadeaux de Noël. On est de même, nous autres. Fait que Marie, toi, c'est quoi, quelle œuvre tu voulais nous présenter aujourd'hui? Ben là, recommandations, disons, gardons ça plus large, on va dire, moi, c'est des œuvres, qui abordent la dépression, dans lesquelles je me suis sentie vue. Après ça, peut-être que ça résonnera pas avec vous autres, puis, mais en tout cas, si jamais la première recommandation que je vais vous partager, elle vous inspire, je veux vous dire qu'il y en a des trollés au village des valeurs à très, très bas prix. Fait que ça va être vite fait, comme cadeau de Noël. C'est le deuxième tome de la série Twilight New Moon. Il y en a des rangées complètes, à la librairie Ah! Renaissance. Mais c'est quand je pense à la dépression, il y a un passage de ce livre-là qui me revient tout le temps en tête. Hem Puis c'est presque de l'anti-littérature, là, mais dans le sens où, si vous connaissez un peu Twilight, bon, Bella, qui tombe en amour avec Edward le vampire, puis là, ben, au début du 2e livre, la série, Edward, s'en va. Il quitte Bella parce qu'il dit, «Le fait qu'on soit en amour ensemble, ça te met trop en danger». Je sais pas, il donne un peu des raisons bidons, là, puis il est comme, «Toi puis moi, ça marchera pas, t'es mieux sans moi, bye». Puis Bella, elle tombe dans une profonde dépression, puis ce que je me rappelle du livre, c'est que, à un moment donné, c'est juste, tu sais, les chapitres commencent par des noms de mois. Mmh. Fait que là, le chapitre, c'est marqué septembre. Puis là, tu tournes la page, puis la page est blanche. Puis là, ça fait octobre, puis tu tournes la page, puis la page est blanche. Ah! Puis je pense que ça fait encore ça en novembre. Fait que c'est comme, c'est juste pour montrer à quel point qu'elle est comme vide à l'intérieur, puis qu'il y a rien qui se passe. Puis, j'écoute, j'ai lu ça, ça va faire 15 ans, j'ai lu ça quasiment, là. Mais, ce vide-là, puis cette espèce de numbness à tout ce Mmh. qui se passe, ça me frappe encore, tu sais, ça Ouais. m'a marqué. Puis c'est pas, ça a pas gagné le prix Goncourt, là, cette histoire-là, mais la dépression, oui, c'est être triste, mais c'est surtout comme un affect plat, tu sais? Mmh. Fait que ça m'a toujours resté en tête. Fait qu'écoutez, il y a des films, il y a des livres, Twilight, si vous avez le goût de plonger là-dedans, go for it, là. Mais le deuxième livre, il est vraiment bon. Pour vrai, moi, c'était mon préf de la série. Bon, OK. Je garde ça en Heu tête. Puis sinon, j'en ai juste une autre, puis j'ai déjà mentionné cette série-là, entre autres dans notre épisode sur la queerness, parce qu'en plus d'être une bonne représentation, de la queerness pour une personne, assignée femme à la naissance, qui est queer, mais tu sais, dans sa comme quarantaine, mettons. Hem, Ça parle aussi de dépression, ça s'appelle Work in Progress. C'est une série, créée et écrite par, Abby McEnany, si je me trompe pas avec son nom. Puis, ça commence dans le fond, la série, le premier épisode, elle est dans le bureau de sa psy, puis elle dit, «J'ai acheté des amandes», tu sais, parce qu'il y a cette fameuse idée-là que genre manger des amandes, ça va éloigner la dépression, là. Fait qu'elle dit: «Il me reste 40 amandes, puis j'en mange une par jour, puis quand j'ai fini mes amandes, je vais mettre un terme à ma vie», tu sais. Eh boy! Puis là, les en tout cas, les amandes devient comme un symbole de comment qu'elle finit par s'accrocher, mais tu sais, ça parle, oui, de dépression puis d'idéation suicidaire, mais ça parle d'anxiété aussi, puis ça reste drôle, tu sais. Mmh. Ça parle de rapport au corps aussi, puis elle écrit dans la série, en fait, puis, je pense que c'est dans la deuxième saison, à un moment donné, il y a une pièce dans laquelle elle garde tous ses cahiers d'écriture,
puis il y a comme un dégât d'eau. Mmh. Puis là, tu voix comme furieusement essayer de comme garder les choses qu'elle a écrites, puis des sauver pour pas que ça soit comme perdu à l'eau. Fait que pour faire un petit peu écho à la conversation qu'on a eue avec Nicolas, là, il y a un lien aussi intéressant dans cette série-là entre écriture et santé mentale. Là, j'ai beaucoup parlé, fait que je vais céder la parole à Catherine qui a plusieurs recommandations à faire. J'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'être, succincte pour toutes vous les partager parce que j'avais tellement d'affaires que des choses qui m'ont fait du bien à différentes époques. Puis, c'est drôle parce que la 1re recommandation, c'est, un site web. Ils sont présents sur les réseaux. En fait, c'est un projet artistique basé, au Royaume-Uni. Ça s'appelle The Sad Ghost Club. Puis, on va vous mettre le lien là, tout ça, vous irez voir. Hem J'aimais beaucoup les suivre sur Instagram, présentaient beaucoup de petites bandes dessinées très enfantines. C'est toujours que un petit fantôme comme on le voit là, tu sais, quelqu'un avec un drap sur la tête avec des petits pieds en dessous là. Hem c'est un peu comme quelque chose qui normalise un peu on parlait de normaliser tantôt, qui normalise la tristesse, en fait, puis, le fait de se sentir triste, de se sentir, seul aussi. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose que ça résonnait beaucoup en moi. J'avais comme imprimé des images qui me faisaient du bien, puis aujourd'hui, je regarde ça puis ça me fait plus rien pantoute. Fait que je pense que je suis plus Mmh. triste, ce qui est une bonne chose, mais ça m'a Mmh vraiment mh. fait du bien à l'époque où j'en avais besoin. Puis aujourd'hui, je suis Mmh. comme: «Ah wow, OK, c'est comme si ça m'intéresse plus», mais j'avais envie de le partager parce que, ben, c'est ça, si vous vous sentez triste puis que vous aimez, ce type d'art-là, puis c'est comme souvent des mini bandes dessinées, là, genre des Mmh. 4 cases ou même une case des fois. Allez voir ça de Sad Ghost Club. Du petit visuel triste, ça fait toujours du bien. Hem Là, j'ai, 2 BDistes, 2 Catherine BDistes dont je voulais vous parler. Il y a Catherine Lepage et particulièrement, les BD, Fines tranches d'angoisse, qui parlent plus d'anxiété, puis 12 mois sans intérêt qui parlent de dépression. C'est des super belles BD, c'est le travail de Catherine Lepage, c'est tout le temps comme super épuré, ça a plus l'air à la limite comme d'un flyer ou d'un zine que d'une bande dessinée classique avec une histoire. Il y a un fil conducteur, mais il est pas si clair, tu sais, c'est plus, moi, je trouve que c'est un peu contemplatif, tu sais, elle utilise beaucoup le Mmh. collage, l'écriture, va poser des questions, mais c'est des œuvres dans lesquelles je me suis reconnue, que j'ai vraiment beaucoup aimées, puis que je suis contente d'avoir chez moi, tu sais, c'est des livres que je me suis achetés puis que j'aime ça les regarder, surtout, Fine tranche d'angoisse justement, tu sais, parce que ça se lit en tu sais, c'est ça, c'est pas c'est comme je dis, c'est pas une histoire, fait que c'est plus, tu sais, c'est des images à regarder puis une manière Mmh. imagée de voir l'anxiété, fait que je vous conseille fortement d'aller voir ça si vous les avez pas, déjà vus. Donc, les BD de Catherine Lepage et l'autre Catherine, que j'ai lu, c'est la BD, c'est Catherine Oslo, qui a, publié Symptômes. Et c'est publié aux éditions Pow Pow et c'est drôle parce que c'est une BD que j'avais entendue dans le balado Les Sorcières. À un moment donné, il en avait parlé. Puis comme ça parlait un peu d'hypocondrie et tout ça, on dirait que j'avais comme peur de me lancer parce que, Mmh. j'avais trop peur d'être trop confrontée. Puis finalement, ça a été correct, mais c'est ça, c'est comme, ça parle de thérapie de groupe, ça parle de solitude, ça parle de santé mentale, mais hem tu sais, c'est dans le pays des rêves un peu presque, là, tu sais, c'est comme si tu faisais un rêve sur c'est quoi la thérapie, là, comme puis tu sais, les trucs font pas toujours du sens, c'est un petit peu bizarre. Ben, je trouve que ça c'est en tout cas, c'est comme ça que j'ai expérimenté, là, cette lecture-là, fait que je vous les conseille fortement, si ça vous intéresse. Et ma dernière recommandation, c'est une série qui a joué, il y a quelques années à Radio-Canada. J'ai vérifié, c'est
encore disponible, mais dans l'extra de tout.tv. Donc, si vous êtes parmi les chanceux qui ont accès à l'extra de tout.tv, c'est la série Lâcher prise, qui met en vedette Sophie Cadieux, puis qui aborde le burn-out. Euh, C'est Sophie Cadieux ou c'est la fille à Bernard non, Fortin? non, c'est C'est Sophie Virginie Cadieux. Fortin. Non, c'est pas le même. Tu Ah! penses Ah, c'est à pas trop, je pense à Trop. trop. Ouais, ouais, c'est OK. ça. Ben, ce serait une autre excellente série, mais moi, c'est vraiment Lâcher prise que j'ai aimé OK, OK, avec Sophie OK. Cadieux. Donc, qui, genre, justement, là, fin trentaine, là, je sais pas exactement quel âge a le personnage, là, mais genre début de la quarantaine, je dirais, là, puis fait un burn-out, lâche sa job, euh, son mariage ou son union se termine, retourne vivre avec sa mère. C'est, c'est humoristique, mais en même temps très deep. Ça parle des traumas familiaux aussi. Fait que Mmh. si vous l'avez pas vu, vraiment, c'est vraiment hot. Puis on vous avait parlé musique aussi et puis là, on n'a pas juste une tune ou un artiste à vous recommander, on en a une trolley. En fait, qu'est-ce qu'on a fait, Catherine, parce qu'on est nice? Ben, parce qu'on est nice, on vous a encore fait un mixtape, une belle playlist. Wouhou! On vous avait préparé quelques playlists. Si vous voulez connaître l'univers musical d'Entre-deux Zones, c'est notre troisième playlist qu'on vous partage. Notre 4e. Quatrième, oh my god, on en a tellement. Fait que vous allez pouvoir tout voir ça. Ça va être en lien dans les notes de l'épisode. C'est disponible sur Spotify. Puis la petite histoire derrière cette playlist-là, c'est qu'on voulait faire une playlist. Puis moi, j'ai dit à Marie, ben j'en ai une playlist que j'ai déjà faite. En fait, il y a plusieurs années, j'avais fait un mixtape pour une amie qui allait pas très bien puis qui habitait loin. Fait que j'avais fait ce mixtape-là qui s'appelait, ben que j'avais intitulé Songs to Feel Better. Puis c'est devenu, avec le temps, c'est devenu ma playlist préférée. Je l'écoute tout le temps, je l'aime vraiment beaucoup. Puis ben, je l'ai envoyée à Marie, puis elle a décidé d'y ajouter son grain de sel. Donc c'est maintenant, c'est pour ça qu'on dit que c'est maintenant la version de luxe de cette C'est ça. playlist. Puis ben, on espère que vous allez l'aimer. Avec Entre-deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. Donc, c'est ce qui conclut pour l'instant, du moins, notre série sur la dépression. On espère que les aspects qu'on a abordés vous ont fait réfléchir, ont résonné pour vous, que vous vous sentez valide. Catherine, toi, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion, soit d'aujourd'hui ou dans tout l'ensemble de nos épisodes sur la dépression? Ben, en fait, je vais te répondre en deux volets de la discussion d'aujourd'hui. J'ai vraiment retenu à quel point l'art puis la culture peut nous faire du bien de Mmh. différentes formes, puis c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours les mêmes œuvres, c'est pas toujours les mêmes formes artistiques, mais on il y a un réconfort là-dedans, puis en tout cas, ça m'a rappelé, ça m'a fait revoir des œuvres que j'avais aimées par le passé, dont désormais ma demeure. Mmh. Mais de cette série-là, je pense que je retiens que ça m'a fait du bien. On dirait, on avait prévu parler justement de santé mentale en novembre parce qu'on sait que c'est déprimant. Puis je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Puis ça m'a comme un peu Mmh. protégée de la déprime saisonnière. C'est peut-être aussi parce que, évidemment, qu'on est un petit peu en avance sur la diffusion au moment où on enregistre ça. Mais non, je trouve que ça a l'air pas si pire cet automne. Mmh. Ah, c'est le fun. Je suis contente de savoir ça pour toi. Puis toi, qu'est-ce que tu retiens de toutes les discussions qu'on a eues sur la santé mentale? Ben, moi, je repars avec une, ch- une forme de gratitude, mais dans le sens où
Moi, l'écriture, c'est quelque chose dont je me sers beaucoup pour me Mmh. comprendre, mais c'est aussi une carrière que j'ai envisagée, tu sais. Mmh. Puis c'est très romantique pour moi, là, l'idée d'être écrivain, auteur, mais en même temps, en écoutant parler Nicolas, on dirait que je suis comme drôlement contente que, mon écriture, elle est surtout pour moi, puis pour me faire du bien, puis pour me comprendre, tu sais? On Mmh. dirait que je reconnais ma chance que j'ai de d'avoir maintenu un rapport très, intime à l'écriture, tu sais? Mmh. Puis, je suis en paix avec le fait de ne pas être une auteure pour le moment. Pour le moment, on ne sait jamais ce que l'avenir te réservera. Never know, never know. Ben, on serait vraiment curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Est-ce que vous écrivez? Envoyez-nous vos réactions à l'épisode, on est toujours content de recevoir des DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre2eaux.balado. Puis, si vous nous suivez sur Instagram, justement, parce qu'on n'est pas sur TikTok encore, je fais pas de fausses promesses, là, ça m'étonnerait qu'on soit sur TikTok, mais en tout cas. Mais surveillez nos stories Instagram parce qu'il y a des influenceuses qu'on trouve bien nice, bien pertinent, bien funny, puis on va vous mettre ça dans les stories, des suggestions de comptes à suivre qui pourraient vous faire du bien. Fait que, checkez ça, gardez l'œil ouvert. Et puis, on vous retrouve dans 2 semaines. On se lance dans un thème. Hey, on a tellement hâte, ça a pas de bon sens. On vous promet 2 épisodes, sur des joyaux de la télé québécoise. Alors, on va s'attaquer à l'œuvre télévisuelle tirée des romans d'Arlette Couture et j'ai nommé Les filles de Caleb et Blanche. Holy shit! It's happening, guys! Ça devait arriver. Ça fait depuis, je pense, la première saison que ça fait partie des thèmes qu'on va explorer. Ça se passe là! On a tout bingé, puis on vous jure qu'on savait même pas que Netflix allait le mettre en ligne. Mais ça tombe bien, ça veut dire qu'ils sont encore plus faciles à trouver. Sauf Blanche. Blanche, va falloir que vous alliez à la bibliothèque. Fait que si jamais vous voulez écouter la série avant de nous écouter, dites-vous que dans 2 semaines exactement, on va parler des filles de Caleb. Donc, vous avez 2 semaines pour écouter 20 épisodes et vous aurez 2 autres semaines pour écouter Blanche. Fait que, ben, bonne chance avec votre marathon. Puis à bientôt! À bientôt! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouvejeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake Nion-Wensayo par les Hurons-Wendat et Nitassinan par les Inuits. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.